Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la Fondation pour l'innovation politique. Bienvenue pour cet échange ce soir avec Gérard Grimbert, que je vais présenter. Mais d'abord, expliquer que c'est un moment de discussion organisé avec la revue Civique. Et je salue Jean-Philippe Moinet, qui est le directeur de la revue. Qui a eu l'idée, avec moi-même, d'organiser cette discussion autour du livre de Gérard Grimbert. Et donc, la manière de procéder va être très simple. Nous allons ensemble, Jean-Philippe et moi-même, te poser des questions. Gérard, comment on se tutoie? Je vais continuer le tutoiement pour ne pas me risquer à un vouvoiement qui serait compliqué. Donc on va te poser quelques questions sur ton livre. Et on a beaucoup à dire sur ce livre passionnant, et donc t'inviter à présenter ta réflexion et peut-être à la développer sur tel ou tel point ou à la préciser sur tel ou tel point. Je vais dire un mot de Gérard Grimbert. Alors, Gérard Grimbert est directeur de recherche au CNRS, professeur à Sciences Po. Bon, Gérard, tu es fort connu pour ceux qui s'intéressent aux questions politiques et en particulier aux questions qui touchent la gauche, non seulement le Parti socialiste, mais la gauche en général. Je vais citer, parmi les nombreux ouvrages que tu as écrits, L'ambition et le remords et les socialistes français et le pouvoir. Les socialistes français et le pouvoir a été publié en 2005 avec Alain Bergogneau, avec lequel tu avais écrit également L'ambition et le remords, et qui ressemble dans l'ensemble de ces ouvrages, qui forment une espèce d'œuvre qui maintenant a une importance, en tout cas que moi je considère considérable, pour qui veut connaître la gauche française, ses transformations, et évidemment cette question majeure qui est la question que tu te poses, je trouve, avec le plus de systématicité. Quel lien cette gauche française entretient avec le fait de gouverner, avec l'exercice du pouvoir, l'exercice des responsabilités, comment la gauche gouverne, mais aussi ce que le gouverné fait à la gauche. Cette question que tu suis avec beaucoup de soin depuis des années maintenant, et qui, d'ailleurs, t'a conduit à produire aussi cet ouvrage sur lequel aujourd'hui nous nous arrêtons. Il me semble qu'il est aussi question de cela dans cet ouvrage, Gérard. La loi et les prophètes, les socialistes français et les institutions politiques, 1789-2013. On peut dire même 2014. Je suis sûr qu'on va le voir très vite. Aux éditions du CNRS. Un ouvrage imposant. Il me semble que c'est le premier livre du genre. Il y avait des séquences historiques qui étaient couvertes par des travaux qu'on peut avoir à l'esprit, y compris ceux d'Olivier Duhamel, par exemple, sur la Ve République. Mais là, nous avons un trajet complet, depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, comment les socialistes ont vécu les institutions, comment ils ont pensé les institutions. Et par-dessus tout ça, ce que moi je trouve d'extrêmement original et d'un grand apport, comment les socialistes pensent le fait institutionnel. Par-delà les différentes républiques, par-delà les différentes institutions qui font ces républiques, par-delà les différentes crises institutionnelles autour de tel ou tel événement, par exemple le passage à l'élection du chef de l'État au suffrage universel en 1962, en tout cas pour la réforme, comment cette gauche socialiste vit le fait institutionnel. Et là, il y a une première question un peu massive que je pose, Gérard, mais c'est une question à laquelle tu réponds dans tout l'ouvrage. C'est aussi une invitation à donner une première réaction sur cette interaction. Mais au fond, et c'est vraiment passionnant de ce point de vue-là, je vous invite à lire le livre de Gérard, parce que qu'est-ce que c'est que l'idée socialiste? Qu'est-ce que le projet socialiste dans sa force originelle,
j'ai failli dire dans sa pureté originelle, je ne sais pas si c'est approprié, dans sa force originelle, dans sa dimension révolutionnaire, hein, qui est une dimension a-institutionnelle, voire anti-institutionnelle. Qu'est-ce que le socialisme, comme projet politique révolutionnaire, perd dans cette relation de rapprochement avec le fait institutionnel? Est-ce qu'il ne perd pas l'essentiel? Alors on a le sentiment que l'essentiel est perdu. C'est-à-dire au fond, le passage d'un socialisme révolutionnaire à un socialisme réformiste fait perdre presque l'essentiel d'un certain socialisme, hein, et en même temps est la condition de possibilité pour l'accès au pouvoir, l'exercice des responsabilités, et conséquemment pose la question des institutions. Quelles sont les institutions qui peuvent cohabiter avec un socialisme, même réformiste, à quelles conditions les socialistes peuvent vivre le pouvoir à travers des institutions qui permettraient à l'idée socialiste de s'accomplir. Et donc ma première question, qui est un peu, qui est probablement trop massive, mais qui est une question introductive, cher Gérard, c'est au fond, est-ce que ça n'est pas la question impossible que de se demander comment les socialistes français ont pu apprivoiser des institutions, sachant que, se rapprochant du fait institutionnel, ils risquaient de n'être plus socialistes? Bon, merci beaucoup, Dominique. D'abord, merci à Fondapol pour cette invitation qui me donne l'occasion toujours précieuse de développer un peu mes idées, ce que j'ai écrit dans ce livre. Donc, pour la première question, je dirais que j'ai écrit ce livre d'abord parce que ça fait d'abord très longtemps que je pense que la question des institutions est une question centrale, toujours centrale, et que la gauche, pour l'instant je parle de la gauche, je pourrais parler plus largement, mais que la gauche me semblait ne pas avoir véritablement de doctrine constitutionnelle. Et cela me semblait finalement assez dommageable. Et derrière, au fond, ce qui apparaît tout de suite quand on regarde aujourd'hui les socialistes et la question des institutions, c'est-à-dire leur hostilité idéologique, j'ai envie de dire, à la Ve République. Et en même temps, ce que tu disais à l'instant, leur relatif apprivoisement, j'y reviendrai tout à l'heure, des institutions de la Ve République, derrière tout ça, me semblait se poser une question beaucoup plus à la fois centrale et plus large, qui était celle du rapport historique des socialistes aux institutions. Parce que bien sûr, quand on regarde aujourd'hui, et au moins depuis 1962, tu rappelais que c'est évidemment la date fondamentale, l'élection du président au suffrage universel. Quand on regarde comme ça, assez rapidement, on se dit l'hostilité à la Ve République, c'est d'abord un attachement au parlementarisme, un attachement au régime antérieur, un attachement, au fond, à la République telle qu'elle s'instaure à la fin du 19e et qui s'effondre, cette République-là, s'effondre à plusieurs reprises d'ailleurs, mais en tout cas la dernière en 1958 et encore plus en 1962. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on ne répondait pas beaucoup à la question simplement en disant c'est parce qu'ils étaient parlementaristes qu'ils étaient contre la Ve République. Parce que quand on regarde l'histoire de la relation du Parti socialiste aux institutions, et en particulier, c'est ce qui m'intéressait, d'ailleurs j'avais failli donner ce titre-là à mon livre, au régime représentatif, parce que c'est de ça dont il s'agit, on s'aperçoit que très longtemps, et en tout cas sous ces deux fameuses républiques parlementaires, le rapport du Parti socialiste, des socialistes au régime représentatif n'allait pas de soi du tout, était très contradictoire, très ambigu, et que c'est une très lente et contradictoire adaptation à ce régime représentatif qui a été celui des socialistes. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de me demander pourquoi, et ça rejoint aussi une question que tu posais tout à fait au début, au fond, comment un parti révolutionnaire, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'était un parti révolutionnaire marxiste, comment un parti marxiste révolutionnaire peut s'adapter
au régime représentatif, et c'est-à-dire, d'une certaine façon, lâchons le gros mot, à une conception libérale de la politique. C'est comme ça de ça dont il s'agit. Et on voit bien à ce moment-là... Pardon ? Très gros mot. Très gros mot. Et donc on voit bien du coup que pour les socialistes, c'était extrêmement difficile. Et on voit bien que j'ai beaucoup en particulier étudié Jaurès dans la première partie de mon livre, pour montrer cette espèce d'équilibre toujours qu'il essaye de maintenir entre, au fond, son attachement au parlementarisme et en même temps cette volonté d'être un parti révolutionnaire qui n'est pas comme les autres et qui attend de faire sa révolution. Et du coup, historiquement, j'ai été obligé, puis je ne veux pas en parler trop longtemps pour l'instant, mais j'ai été obligé de me poser la question, au fond, quelles sont les racines idéologiques du socialisme qui font qu'il avait un vrai problème profond avec le régime représentatif. Et j'en ai trouvé beaucoup en réalité. C'est-à-dire que à la fois tout le premier 19e siècle, à mon avis, la naissance du socialisme, le saint-simonisme, Auguste Comte, les premiers socialistes, tout ça fait un certain nombre au fond, de racines différentes qui créent, avant même d'arriver à Marx, ce problème de relation avec le régime représentatif. Alors, j'en cite que 2 ou 3 parce qu'il y en a beaucoup. J'ai essayé de le détailler dans mon livre. Le premier, bien, on l'a dit, c'est la Révolution. C'est-à-dire que quand on fait la Révolution, quand on est fait pour faire la Révolution, révolution qui, il faut bien l'avoir présent à l'esprit, a pour objectif de supprimer les conflits dans la société à terme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a supprimé tout ce qui n'allait pas dans la société, toutes les forces mauvaises, et qu'on a installé enfin la révolution, ou bien plus tard le socialisme, ça veut dire qu'on a réglé les conflits fondamentaux. Et donc, si on a réglé les conflits fondamentaux, bon, on n'a plus besoin d'institutions. Puisque, au fond, à quoi servent les institutions ? Elles servent à régler pacifiquement les conflits qui existent dans la société. Et donc, qu'un jour il n'y aura plus de conflits, ben, il n'y a plus besoin d'avoir des institutions. Et c'est également ce que Marx très clairement montre, au fond. Marx ne s'intéresse pas aux institutions. Il ne s'intéresse pas aux institutions parce que lui aussi estime que le jour où on aura réglé le problème, le jour où on aura liquidé le capitalisme, il n'y aura plus de vrais problèmes, de vrais conflits dans la société. Et donc, si je regarde à la fois Auguste, surtout je crois Saint-Simon est très intéressant de ce point de vue-là, Auguste Comte, les premiers socialistes, Marx, etc., on a toute une batterie de penseurs qui à la fois pensent que de toute façon on est dans une nouvelle période où ce qui est important c'est plus du tout de gouverner les hommes, mais c'est d'administrer les choses, comme disait Engels, et en reprenant d'une certaine façon les écrits de Saint-Simon. Et à partir du moment où on n'a plus à gouverner les hommes, mais qu'on a un système clé en main pour administrer les choses et supprimer les conflits, la politique en tant que telle n'existe plus. Et si la politique en tant que telle n'existe plus, bon, on n'a plus besoin d'institutions, parce qu'on n'a plus besoin de se poser la question de faire vivre ensemble des gens qui ne sont pas d'accord, puisque par définition, tout le monde sera à peu près d'accord. Donc voilà un peu la première petite introduction que je peux faire et qui m'a amené à voir à quel point, effectivement, pour les socialistes, c'était très, très difficile. Et là j'ajouterai la chose. Qu'est-ce qui fait quand même qu'ils se sont adaptés à leur façon, on y reviendra sûrement dans la discussion, mais qui se sont adaptés au régime représentatif, en tout cas la forme parlementaire française de la seconde, la troisième et quatrième République. Je crois que ce qui les a amenés, c'est tout simplement qu'ils étaient républicains. C'est l'histoire politique française, comme vous savez, très heurtée du 19e siècle, qui les a amenés malgré tout à un moment où les choses se tendaient, et en particulier, je crois que ça se cristallise vraiment au moment du Second Empire et juste après le Second Empire. Eh bien, c'est de prendre parti dans un conflit qui, au départ, n'était pas totalement le leur, mais qui n'était pas totalement étranger non plus. C'est-à-dire les républicains contre les monarchistes, ou les républicains contre les bonapartistes, après les républicains contre le général Blanqui, etc. C'est quand même qu'on est partie prenante. Et j'en ai tiré cette conclusion que, du coup, et je crois que c'est très important pour la suite, la relation au régime représentatif des socialistes ne pouvait être qu'une relation en contre. Qu'est-ce que j'appelle une relation en contre? C'est-à-dire que, oui, on défend la République, mais pas au-delà. C'est-à-dire que quand la République est attaquée, eh bien, on est républicain. Et ça explique beaucoup de choses dans toute cette période-là. Mais pas plus. Ça veut dire que nous, ce qui est important, c'est la Révolution. Et qu'après tout, le régime représentatif, eh bien,
tout compte fait, c'est jamais quand même qu'un régime de la bourgeoisie. Et donc, il y a cette contradiction extraordinaire qui est on défend la République. Parce qu'on défend la République, on défend la forme actuelle du régime représentatif, la République parlementaire, et en même temps, on n'aime pas cette République parlementaire parce qu'elle est, du point de vue marxiste, non plus politique, mais marxiste, cette République parlementaire, elle est en réalité, au fond, la création, elle est la superstructure du capitalisme. On en revient toujours là, c'est la superstructure du capitalisme. Et donc, on n'est pas attaché à ça. Et ça explique, et j'y ai passé beaucoup de temps dans la recherche que j'ai fait pour ce livre, ça explique ce qui se passe entre 1917 et 1920. C'est-à-dire que ce parti de Jaurès, qui en 14 était encore un parti finalement qui n'aimait pas trop, mais qui acceptait le parlementarisme, qui jouait à sa façon le jeu parlementaire, en l'espace de 3 ans après la révolution bolchevique, ce parti massivement adhère à l'internationale léniniste et donc massivement rejette fondamentalement le régime parlementaire. Et donc il faut, après la reconstruction de la SFIO après 1900, à partir de 21, pour avoir une adaptation plus importante. Voilà ce que je pourrais dire au début. Merci déjà pour ce grand panorama oral. Et je voulais remercier Dominique pour ce début de partenariat qui nous réunit. On se connaît depuis longtemps avec Dominique, mais j'allais dire institutionnellement pour la fondation qu'il représente et la revue civique que modestement je dirige. C'est vrai que c'est le printemps en ce moment et c'est aussi un cycle important de nouveautés. Donc parmi les nouveautés, il y a ce cycle de relations qui, je l'espère, sera fréquent et durable, relations éditoriales, dans une période où les préoccupations sont plus fortes sans doute qu'il y a quelques mois encore, sur justement ce qui met en cause, j'allais dire, et sans jeu de mots de front, les institutions républicaines, et même, j'allais dire, l'idée de la représentation. Qui d'ailleurs également magistralement évoqué dans un livre de Dominique Schnapper ici présente, qui s'intitule, si j'ai bonne mémoire, L'esprit démocratique des lois, qui revisite aussi cette question de la crise de la représentation elle-même et des institutions. Et pour votre livre, La loi et les prophètes, d'ailleurs quel beau titre, avec ces deux dimensions, qui guident aussi la politique et les politiques, le droit et l'esprit, esprit du droit et esprit tout court. C'est vrai que ça m'a permis, moi qui ne suis pas du tout historien, de me replonger avec des précisions très utiles sur les différentes périodes depuis 2 siècles. Et j'ai beaucoup aimé deux choses, parmi d'autres, mais il faut être en résumé, qui sont le début et la fin de votre livre. Le début parce que ça nous renvoie aux sources révolutionnaires et ce clivage très prégnant de cette époque, entre, en gros, pour résumer et caricaturer, ceux qui sont sur la ligne souveraineté populaire et que populaire, et expression directe du peuple citoyen idéalisé, on a vu que l'idéal s'est transformé en cauchemar très vite, et souveraineté nationale, qui accepte et respecte l'idée même de représentation de type parlementaire. Et ce clivage, on a bien vu, a duré très longtemps, jusqu'à la période contemporaine, et j'ai aimé votre chapitre de fermeture historique sur la Ve République qui, comme chacun sait, commence non pas en 58 mais en 62, et qui fait qu'il y a eu après avoir finalement, pour les socialistes, digéré l'idée de la représentation plus complètement, et notamment l'idée de la représentation parlementaire, avait évidemment, pour plein de raisons qui ne sont pas toutes mauvaises, eu du mal à digérer ce qui s'est passé en 62, qui est une forme de monarcho-républicaine, mi-parlementaire, mi-présidentielle, qui a posé des questions à beaucoup de monde, y compris les libéraux politiques d'un autre bord que celui du socialisme français, et qui nous amène à aujourd'hui. Alors, ma question serait, qui est plus, moi, un regard d'actualité, le président héritier du socialisme actuellement au pouvoir, François Hollande, finalement, est-il l'héritier de François Mitterrand, qui s'est mis complètement dans les habits de ses prédécesseurs, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, oubliant le coup d'État permanent? Est-ce que donc, voilà, cette question est passée, ou est-ce que François Hollande a des choses à dire nouvelles sur cette idée de la représentation telle qu'elle se pose aujourd'hui et des institutions telles qu'il est
tels qu'il les active, j'allais dire. Il pourrait d'ailleurs dire dans des moments difficiles pour lui, merci au général. Alors, quel est votre point de vue sur la position personnelle du président de la République d'aujourd'hui? Alors, bon, d'abord, il faut savoir que ça, c'est pas nouveau, mais François Hollande ne s'est jamais fondamentalement intéressé aux questions institutionnelles, hein. Donc, il faut le voir d'un point de vue plus, je dirais, plus pragmatique, mais c'est déjà très important, son rapport à ces institutions en tant qu'à la fois candidat à la présidence, puis ensuite président de la République. Alors, je dirais que par rapport à Mitterrand, il y a à la fois des éléments de continuité et des différences. Les éléments de continuité, au fond, c'est que les institutions ont fait avec, pour dire gros. C'est-à-dire qu'elles sont là et on va les utiliser. On ne va pas continuer à mener ce combat d'arrière-garde qui a duré de 62 à 71, qui n'a pas été brillant d'ailleurs, et où les socialistes, d'ailleurs la CFIO en est morte en partie, hein, et où les socialistes, au fond, ont essayé vainement de tuer la Ve République et n'ont pas pu y arriver. Donc, il y a un élément de continuité qui est on fait avec les institutions. Et d'ailleurs, quand je dis il n'y a pas de réflexion institutionnelle, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait exact, puisque c'est passé à peu près inaperçu dans la presse, parce qu'en France, on s'intéresse peu aux institutions, encore une fois, et je le regrette. Mais enfin, François Hollande a fait quand même, il y a quelques mois, je crois que c'était devant le Conseil constitutionnel, il me semble, un discours assez articulé, et où clairement, il a dit « Nous sommes dans la Ve République ». Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le Parti socialiste, les débats du Parti socialiste depuis que Jospin a été battu en 2002, c'est-à-dire de 2002 à 2011, à aujourd'hui, les débats ont quand même été 5e ou 6e République. On est revenu à ce débat éternel. Est-ce qu'on accepte les institutions? Est-ce qu'on ne les accepte pas? Est-ce que, en particulier, il faut donner... La réforme s'applique-t-elle au sujet institutionnel? Voilà. Est-ce qu'au fond, il faut continuer à donner du pouvoir au président de la République? Certains... mais n'en allant jamais jusque-là complètement, remettant même éventuellement en cause l'élection au suffrage universel. Bon, alors ça ne donnait pas grand-chose, il y a toujours cette idée 5e ou 6e République. Rappelons-nous les discours de Montebourg, et au nom de Montebourg, à Versailles, au moment de la fameuse réforme de 2008 institutionnelle initiée par Nicolas Sarkozy, a clairement dit, voilà, il faut la 6e République, il faut pas... Donc, bon, alors, on ne sait pas très bien ce que pensent les socialistes. Hollande, là-dessus, a toujours, et il a soutenu d'ailleurs Jospin, quand Jospin a fait la réforme du quinquennat, quand il était Premier ministre, la réforme du quinquennat, l'inversion du calendrier, qui allait vraiment dans le sens de la Ve République et de la présidentialisation du régime. Il faut se rappeler qu'il y a eu des débats internes et que Hollande, qui était le premier secrétaire du temps de Jospin, Premier ministre, a toujours été du côté de réformisme institutionnel et non pas révisionnisme institutionnel. Bon, ça, c'est clair. Il a été toujours là-dessus. Mais je dirais que paradoxalement, la différence avec Mitterrand, c'est qu'à la fois, je crois qu'il a, comment dire, théoriquement, j'ai envie de dire, il a plus accepté les institutions, je viens de le dire, avec ce discours qu'il a fait que Mitterrand, dont Mitterrand, vous vous rappelez, c'est extraordinaire, après avoir profité pendant 15 ans des institutions, a expliqué que finalement elles étaient mauvaises avant lui, elles seraient encore mauvaises après lui. Donc on ne peut pas dire qu'il y avait une vraie acceptation théorique, j'ai envie de dire, ou politique de ces institutions. Mais paradoxalement, en même temps, Mitterrand, dès 1971, dès qu'il prend la direction du Parti socialiste, jusqu'en 80, il y a quand même 10 ans qui s'écoulent, pendant ces 10 années-là, Mitterrand, assez vite, assume totalement la présidentialisation. Il l'assume clairement, et il y a tous les textes que j'ai pu retrouver dans le livre où il est clairement, voilà, je serai un président qui gouverne, je serai un président, et au fond, dans la tradition véritablement de la Ve République. Et mais je t'en prie. Excuse-moi. Sur ce point-là qui est... dans ton livre, pour moi, bon, chacun fait sa lecture, hein, mais dans ton livre, je trouve qu'il y a un point central dans l'équilibre du livre autour de ça, en tout cas sur l'argument, parce que non seulement le Parti socialiste n'est pas arrivé à porter la 6e République post-présidentielle dans l'ordre de la réalité, non seulement il y a en fait renoncé, hein, tu le rappelles, non seulement il a renforcé la présidentialisation, l'inversion du calendrier, le quinquennat fait partie du dispositif qui renforce radicalement.
Le dispositif supplémentaire, qui est pour moi très spectaculaire, est l'introduction des primaires, Absolument. qui ont alors totalement présidentialisé le PS, Absolument. où il n'y a plus, et qui vont avoir le même effet sur l'UMP, bien sûr, hein, où il n'y a plus de moments délibératifs au sein d'un parti où on s'interroge sur la construction d'un programme. En tout cas, tant que n'est pas réglée la question de la sélection de celle ou celui qui va représenter le parti à l'élection présidentielle, et sur un mandat réduit de 5 ans, les primaires font le reste, il n'y a plus que cet enjeu-là, non pas pour le dire de façon péjorative, c'est maladroit, mais en tout cas, ça occupe une place totalement hégémonique. Et étrangement, les socialistes ont une part importante dans cette espèce d'affirmation du fait présidentiel qu'ils contestaient originellement. C'est pas le fait d'avoir changé d'avis, ça n'a aucune importance, c'est pour ça que je veux souligner, pas du tout. Mais ce sur quoi je m'interroge, c'est, au fond, quand tu montres dans ton livre de façon vraiment très, très importante, que d'abord les socialistes ont un problème avec l'idée de la représentation, avant tout, lointainement. Et où tu dis d'ailleurs, je le précise, parce que pour le lecteur c'est important de savoir ça, dans ton livre, tu dis d'ailleurs à un moment donné qu'on sous-estime l'influence du jacobinisme sur la pensée socialiste. Bon, se résigner ou se convertir à la représentation parlementaire, ça passe encore. Parce qu'on peut toujours représenter au plan du Parlement, on peut toujours, quand on est socialiste, représenter des groupes d'intérêts qui ne sont pas les mêmes que les autres. On peut par exemple représenter la classe ouvrière si on se convertit à la représentation parlementaire. On peut être le parti des ouvriers qui représente les intérêts de la classe ouvrière au Parlement, dans une instance collégiale et délibérative. Quand on est à l'élection présidentielle, si on est président, c'est fini. On ne représente plus de la même façon. On représente d'abord le peuple, et plus des classes, plus une classe, plus un groupe. Et puis on représente l'unité, pas la dialectique de la séparation, si je puis dire, entre des groupes dont les intérêts, évidemment, ne sont pas les mêmes. Et donc cette conversion au fait présidentiel me paraît être d'une nature différente, comme si on voit mal... Il y a une espèce d'extension radicale de la conversion aux institutions qui les amène à défendre et à promouvoir un système institutionnel très autoritaire par rapport à un système beaucoup plus démocratique, un système très personnalisé par rapport à un système plus collégial, un système beaucoup plus... alors je dirais populiste pour moi. Fondamentalement, pour moi, c'est une élection populiste. C'est-à-dire qu'on va représenter le peuple, parler au nom du peuple, et on n'a pas d'intégration des différences sociales dont je parlais. Il y a le fait majoritaire, mais c'est plus du tout la même dimension. Et évidemment, dès l'élection du président, le soir même, il est le président de tous les Français, comme on le dit habituellement, après avoir rencontré le peuple, puisqu'on répète sans arrêt que c'est une élection au cours de laquelle un homme rencontre le peuple. Et donc ce modèle-là, est-ce que c'est possible de laisser quelque chose du projet socialiste dans ce modèle-là? C'est-à-dire pas simplement la difficulté qu'il y a à rentrer dans le fait représentatif et parlementaire, dont tu rappelles ce qui est moins connu quand même, ton apport là me paraît important, tu rappelles que c'était compliqué au début. On ne se dit pas ça quand on en parle, on pense que c'est un parti parlementariste, sans difficulté, etc. Non, pas du tout. Il faut. Et même sur Léon Blum, tu as des pages qui sont pratiquement polémiques, je dirais, d'une certaine manière. En revisitant la contribution de Léon Blum, d'une manière relativement... Enfin, c'est une réécriture importante de ce moment-là. Donc voilà, tu vois, cette histoire d'élection présidentielle, c'est quand même... Je comprends. Oui, alors j'irais jusqu'à dire, je ne l'ai pas dit comme ça dans mon livre, mais j'irais même jusqu'à dire que, je pense que les socialistes ne seraient pas du tout d'accord avec moi, mais je pense que l'une des raisons qui explique leur adaptation, alors leur adaptation de mauvais gré, mais leur adaptation à la Ve République, vient précisément de ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que leur rapport même aux républiques parlementaires n'était pas clair. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, d'abord, tu l'as rappelé, le premier problème qu'ils avaient, c'était d'admettre, alors tu l'as dit, on représentait la classe ouvrière, le problème était pour eux d'admettre qu'on pouvait représenter aussi autre chose ailleurs que la classe ouvrière.
C'est-à-dire que le premier problème qu'ont eu les socialistes avec le régime représentatif, c'était de dire qu'il y avait un seul intérêt qui était légitime dans la société, celui qu'ils défendaient. Il n'y avait pas d'autre. D'où une non-pensée du pluralisme très très longtemps. Et d'ailleurs, finalement, que Jaurès résolvait sans la résoudre, en acceptant un espèce de pluralisme aujourd'hui, mais demain, ce sera... D'ailleurs, j'ai cité des pages très intéressantes où il est très mal à l'aise avec demain. Est-ce que le Parlement... Il pose la question à un moment donné. Quand il préface l'ouvrage de Kautsky sur le parlementarisme, il dit... Demain, probablement, le Parlement ne représentera que la classe ouvrière, mais alors, il y aura quand même besoin de discuter avec ce qui n'est pas la classe ouvrière. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir à la fois une réflexion purement marxiste et une réflexion sur les institutions. C'est pas possible. C'est pas possible, tout simplement. Et donc, les socialistes sont évidemment entre les deux tout le temps. Et alors là où je suis assez d'accord avec toi, même tout à fait d'accord avec toi, c'est sur, du coup, la question que... Parce qu'il y a une chose qui accompagne ce que tu viens de dire et qui est importante aussi sous la Ve République, c'est que j'essaye de montrer tout à fait dans ma conclusion, c'est-à-dire que le Parti socialiste pouvait s'acclimater aux républiques parlementaires parce que le parti en tant que tel pouvait être un acteur important. Le problème, c'est que le rôle du parti dans la Ve République change totalement. C'est pas qu'il n'existe plus, mais il change totalement. C'est-à-dire qu'on n'est plus là, tu viens de le dire, le parti d'abord n'a plus de rôle dirigeant. Le problème de la personnalisation et de l'élection présidentielle, c'est que le parti est devenu un élément très annexe dans tout le système de pouvoir, très très annexe. Et d'ailleurs, on l'a bien vu là. Et je partage tout à fait ton avis sur le fait que l'introduction des primaires est quelque chose de fondamental, d'absolument fondamental. Et c'est paradoxal que ce soit le PS avant l'UMP qui ait fait ça. Alors, je sais bien que l'UMP peut reprendre, c'est ce qu'avait fait Sarkozy, de dire oui, mais justement, le vrai gaullisme, c'est qu'il y a le peuple, il y a l'homme, il n'y a rien au milieu, il n'y a pas de parti. Enfin, bon, n'empêche que, on voit bien quand même qu'il aurait été quelque part plus logique que ce soit la droite plutôt que la gauche qui réfléchissent à ces questions-là. En tout cas, bon, c'est une question évidemment intéressante à se poser. Mais du coup, effectivement, le problème, c'est quand le parti qui, lui, est l'avant-garde de la classe ouvrière ou représente la classe ouvrière disparaît en tant que véritable acteur central, à ce moment-là, évidemment, on rentre dans une autre période. C'est en ce sens que le parti est complètement... que le Parti socialiste devient véritablement un parti de la Ve République. Ça, c'est clair. Mais pourquoi aussi, et c'est ça qui me frappe, et pourquoi, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu complexe ce que je vais dire, je vais essayer d'être clair, mais pourquoi, quelque part aussi, le Parti socialiste pouvait s'acclimater à la Ve République? Et c'est là où je crois que la réflexion sur son rapport au régime représentatif est à nouveau très, très intéressante. C'est que ce parti n'est pas parlementaire au sens où il n'a jamais considéré qu'il était naturel de passer des alliances avec des partis qui n'étaient pas marxistes ou socialistes. Quand il l'a fait sous la pression des événements, sous la 4e République. Mais ce parti n'a jamais considéré... En ce sens, ce n'est pas un parti vraiment parlementariste. Il n'a jamais considéré qu'on pouvait s'allier avec un parti en fonction d'un programme, etc. Pendant tout l'entre-deux-guerres, le Parti socialiste, Léon Blum, ne cesse de renvoyer les radicaux dans les cordes en leur disant « Mais écoutez, on veut bien, on parle du cartel d'une minute en 1924, on veut bien s'allier avec vous comme ça parce qu'on défend la République, parce que ceci. Mais il n'est pas question de gouverner. Pourquoi? Parce que quand on sera au pouvoir tout seul. Il n'est pas question un jour, lorsque le socialiste sera là, il n'est pas question qu'il y ait une majorité parlementaire. Les socialistes seront au pouvoir parce qu'ils sont le parti de la classe ouvrière. Et la classe ouvrière sera au pouvoir. Donc, il y a un problème aussi pour les socialistes. Et on le voit bien, alors évidemment, redoublé avec la guerre pendant la troisième force de la guerre froide, etc. Et on voit bien que du coup, il se reconstitue en 71 comme précisément un parti qui dit la seule alliance possible, c'est les communistes. Et ça plaît beaucoup. Alors, Mitterrand le fait, en fait, pas pour ça. Mitterrand le fait pour arriver au pouvoir. Mais le Parti socialiste est d'accord parce que pour lui, c'est pas vraiment une alliance avec les communistes. C'est jamais que le début de la reconstitution du bloc ouvrier, du mouvement ouvrier, du parti ouvrier. Donc ça va d'être avec les communistes. Mais on voit bien du coup que c'est pas une vraie logique parlementaire et que cette logique-là, quand elle marche plus parce que le marxisme ne marche plus, c'est plus facile qu'on ne pense de passer à ce moment-là au régime présidentiel. C'est un peu subtil, mais je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette optique-là. Oui, j'avais une question complémentaire à la première et à la précédente aussi. C'est vrai que aujourd'hui, finalement, le constat qui est assez partagé, c'est donc cette sorte d'acceptation
à la fois du fait institutionnel, du fait représentatif, par l'essentiel de la famille socialiste, j'allais dire stricto sensu, si on exclut ce qui est à sa périphérie ou à son extérieur désormais, qui, pour reprendre le mot de Dominique, relève d'un populisme d'ailleurs assumé comme tel, par notamment l'ex-socialiste Monsieur Mélenchon. Mais aujourd'hui, quand même, toute chose égale par ailleurs sur cette acceptation à la fois du fait institutionnel et celui de la cinquième. Comment peut cette famille socialiste et le premier d'entre eux à la présidence de la République, comment peut-il agir dans le sens réformiste du terme et comment va-t-il procéder face à des défiances généralisées, multiformes, pas toujours contrôlables ni par lui ni par les autres d'ailleurs, y compris ceux qui portent ces protestations les plus radicales. Et peut-il finalement longtemps s'abriter derrière le rempart institutionnel dont il a hérité et peut-il s'appuyer sur des corps intermédiaires dont on voit bien leur évanescence? Vous parliez des partis politiques qui n'ont plus ce rôle qu'ils avaient dans d'autres périodes de l'histoire, pour canaliser notamment des idées, des militances et aussi des protestations. Donc comment voyez-vous, alors c'est peut-être passer de l'histoire à la prospective de l'actualité et des prochaines périodes, mais comment peut-il finalement se comporter par rapport à ces phénomènes nouveaux? Alors comme c'est une question très très large, je vais répondre que sur une partie justement par rapport à juste ce qu'on vient de dire sur la partie institutionnelle. Je parlerai moins de la société elle-même, c'est un peu un autre sujet, ce serait trop long. Mais effectivement, si je repars d'où j'étais arrivé il y a un instant, c'est-à-dire la question des alliances, le fait que pour des socialistes, il n'est pas légitime de s'allier avec des partis qui ne sont pas marxistes. Alors maintenant, on ne dira plus marxisme, enfin, ils ne sont pas socialistes, disons, si on veut. C'est d'ailleurs pour ça que les socialistes n'ont jamais dit qu'ils ne s'allieraient pas avec le Parti communiste. S'ils pouvaient, ils le feraient, ils continueraient à le faire. Ils souhaitent le faire. Bon, ce qu'il y a, c'est que le Parti communiste ne représente plus grand-chose, qu'il est divisé, etc. Mais bon, donc, le problème, c'est quand même de savoir, dans une société, dans un pays comme la France, où vous avez deux grands partis qui alternent au pouvoir, mais ce problème de ces deux grands partis, c'est qu'ils ne sont pas si grands que ça. Voilà, je vais arriver à cette conclusion. C'est-à-dire que ces deux partis organisent bien la vie politique, organisent bien la vie gouvernementale, alternent au pouvoir. Personne d'autre peut avoir le pouvoir qu'eux. Mais le problème, c'est qu'ils sont relativement affaiblis tous les deux. Et que dans une période de crise comme la nôtre, avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire avec cette coupure gauche-droite, qui n'est pas seulement fonctionnelle, qui est aussi historique, qui est idéologique, dans cette coupure gauche-droite, où en plus la droite parlementaire, comme la gauche parlementaire, n'occupe plus le champ de leur camp, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que voilà, les socialistes, c'est 20%, l'UMP, c'est peut-être un peu plus, mais enfin, ils ont des problèmes quand même énormes à régler. Or, on ne peut pas, alors là, pour l'instant, je ne donne pas mes propres préférences, j'essaye simplement d'expliquer les choses comme je les vois. On est dans une situation où les deux grands partis ne peuvent pas s'allier pour gouverner, pour toutes les raisons qu'on a dit, non seulement le mode de scrutin, qui est un élément absolument fondamental, mais aussi la tradition de guerre civile froide de la France depuis 1789. Et donc, on a deux partis qui ne peuvent pas s'allier, comme ça pourrait être le cas, je prends le cas de l'Allemagne pour donner une comparaison, dans la crise, ils ne peuvent pas s'allier, mais en même temps, ils ne peuvent pas non plus dominer totalement leur camp, ou très difficilement. Ou alors, ils le font de manière un peu artificielle par le mode de scrutin lui-même, d'accord? Mais c'est très bien d'avoir une majorité parlementaire. Mais si vous représentez que 20% des électeurs, c'est quand même un problème. C'est quand même une difficulté. Et c'est pour ça que je pense, moi, mais je sais bien qu'il y a beaucoup d'arguments en sens contraire et que peu de gens sont d'accord avec moi, enfin je le dis quand même, je pense qu'une réflexion sur le mode de scrutin devrait avoir lieu. Je pense qu'une réflexion sur la proportionnelle, à mon avis, devrait avoir lieu. Alors je vois bien toutes les raisons qu'il y a, que plein de gens, avec d'ailleurs des bons arguments, pas seulement des mauvais arguments, mais des bons arguments pourraient refuser, car je vois bien le saut
dans l'inconnu que représenterait véritablement le retour à la proportionnelle. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours finit par produire des effets pervers. Des effets pervers dans un pays où il faut faire des efforts considérables pour sortir le pays de la crise et où seul au pouvoir, ou l'UMP ou le PS, à mon avis, ont peu les moyens de régler ces problèmes-là. Alors, seulement, justement, on est dans un pays où parler d'union nationale, c'est l'horreur absolue. Donc, c'est pas l'ambiance. En tout cas. et alors aujourd'hui, c'est vraiment protestation nationale. Oui. Alors aujourd'hui, c'est vraiment pas l'ambiance, comme tu dis. Mais ça, c'est moi. En même temps, ce qui est bon, comme c'est un fait d'institution. Enfin, il y a des mécanismes justement quand il y a des institutions. La proportionnelle, ça amène à penser presque aussitôt au problème que représente l'élection présidentielle. Absolument. Et l'institution elle-même. Et c'est peut-être d'ailleurs une piste pour les socialistes que d'aller à la réforme du système par la promotion de la proportionnelle. Mais on voit mal comment on peut faire cohabiter cette élection présidentielle qui est un scrutin à 2 tours qui clive énormément et fait qu'au second tour, il y a les 2 premiers du premier tour. Donc là, on n'est pas dans la proportionnelle du tout. Il y a une espèce d'efficacité et de brutalité dans le système, mais qui promet dans son fonctionnement que celui qui sera président aura la puissance, la légitimité bien sûr, mais aussi la puissance nécessaire pour conduire la politique qu'il entend conduire. La proportionnelle, ça veut dire on n'est pas très sûr et on fabriquera des alliances. Peut-être texte par texte, peut-être sur un programme plus large, mais enfin on commence en disant on n'est pas très sûr d'y arriver. C'est pas du tout l'histoire que raconte l'élection présidentielle. Alors, mais c'est peut-être effectivement une piste de réforme pour les socialistes particulièrement, peut-être pour d'autres aussi, de combiner finalement ce qui pourrait être perçu à gauche comme un héritage encore compliqué du fait de cette culture bonapartiste que finalement et néo-gaulliste que représente l'élection présidentielle telle que conçue en 62, pour passer à une forme de représentativité plus équilibrée, qui n'est pas forcément une proportionnelle intégrale, et qui d'ailleurs, si j'ai bon souvenir, a été annoncée comme une promesse électorale, si j'ai bien entendu, de François Hollande lui-même pendant la campagne. Et donc, effectivement, Dominique a raison de souligner ce point à la fois délicat mais intéressant de cette combinaison possible entre des institutions monarchisées et un système parlementaire plus équilibré. Oui. Mais on n'entend pas vraiment parler aujourd'hui. Non, mais non. Ça sera peut-être la résultante de. Je me fais plaisir en disant des ça. Élections européennes. Mais non, mais si par rapport à ça. Alors d'abord, je pense exactement comme Dominique que. D'ailleurs, j'ai pas compris. Enfin, je comprendrais par exemple que l'UMP soit en désaccord avec ça. Je ne comprends pas pourquoi les socialistes qui font semblant, peut-être, voilà le problème, ils font semblant d'être contre le régime de la Ve République à cause du pouvoir présidentiel et de la personnalisation, et qui se posent des questions pour savoir comment on peut mettre ça à ça depuis 30 ans, alors qu'il suffit de mettre la proportionnelle, et le système, comme tu viens de le dire, s'écroule. S'écroule, parce qu'on est obligé de revenir à un Premier ministre qui fait la majorité parlementaire. Et alors, ces socialistes nous disent depuis des années qu'ils veulent un régime primo-ministériel, et qui en même temps veulent conserver en fait le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est le seul avec lequel ils peuvent avoir une majorité à eux. Et on revient à l'idée pas d'alliance, tout seul au pouvoir. C'est pour ça que ça leur convient d'une certaine façon. Ils ne l'avoueront pas. Mais les socialistes, c'est assez intéressant qui ne veuillent pas se poser cette question. Mais là où tu as raison, et c'est pour ça que c'est un saut dans l'avenir, et c'est pour ça que, bon, c'est une des pistes que je donne, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, je la lance, si tu veux, c'est que là, alors effectivement, le président aurait beaucoup moins de pouvoir, il en aurait, mais il aurait beaucoup moins. Bon, et on aurait un Premier ministre... Présidence normale. Oui, oui. Un hypo-président. Oui, voilà. Oui. Alors peut-être c'est pas une bonne solution, mais pourquoi j'en suis venu à penser ça? Je m'écarte un peu de mon livre là, excusez-moi, juste un instant. Mais pourquoi j'ai été longtemps assez d'accord avec les gaullistes sur l'idée que tout ce système donnait un président qui au moins lui avait un vrai pouvoir. Alors est-ce que c'est le caractère de Hollande ou est-ce que c'est la situation et l'évolution du système politique? Il faudrait y réfléchir, bien sûr. Mais mon impression aujourd'hui, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un système qui donne un président élu au suffrage universel.
pour avoir l'autorité qu'il faut voilà, c'est ça la vraie question, pour faire évoluer le pays. Et que, après tout, peut-être qu'une bonne majorité parlementaire, c'est au moins aussi important qu'un président élu au suffrage universel. Je pose ça, tu vois, comme une hypothèse, une question, je n'en sais rien. Mais je constate quand même que ce formidable système de la Ve République aujourd'hui, il est grippé. Alors, est-il grippé parce qu'on a des présidents qui ne sont pas à la hauteur ou qui n'accomplissent pas leurs tâches? Ou bien est-il grippé parce qu'il faut fonctionner autrement aujourd'hui? Bon, ça, au moins, on pourrait se poser la question, même sans donner la réponse. La voie proportionnelle est sans doute demeure une espèce de stratégie pour atteindre une 6e République qui n'aurait pas besoin d'être solennellement déclarée, en fait. Oui. Et même pas de révision de la Constitution. Voilà, enfin, on change, comme on fait, voilà, on change pas de couteau, mais la lame, le manche successivement, comme il nous arrive de le faire. Alors, il y a 2 autres voies sur lesquelles je voudrais avoir ta réaction, Gérard. Oui. Il y a une autre voie qui va bien aux socialistes et qui n'ont pas finalement... Ils ont initié, mais ils ne l'ont pas mené si loin. Ils doivent beaucoup à cette voie qui est la voie de la décentralisation. On est à l'approche des élections municipales. Le socialisme municipal a une existence substantielle. Enfin, c'est très ancien et puis c'est significatif. Ça, c'est un point clé. Et bon, il y a eu un acte important avec la première décentralisation sous Pierre Mauroy et avec Gaston Defferre. Mais finalement, ça n'est pas allé si loin que ça, et ni même aujourd'hui d'ailleurs. Il ne se passe pas grand-chose alors que quelques signes avaient été esquissés. Et finalement, alors que ça correspond assez bien à une certaine tradition en tout cas, et c'est une modalité aussi pour démonter un peu par le bas, je dirais, ce pouvoir institutionnel, on peut être étonné de voir qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Deuxième voie, c'est le démontage par le haut. Au fond, le fédéralisme européen est une autre manière de réformer les institutions, c'est-à-dire d'encastrer le même système dans un système différent, dont l'ensemble, je dirais, est plus vaste et qui, du coup, joue un rôle très différent et fait jouer à chacune des pièces qui le composent un rôle très différent. Et ça non plus, enfin, ça n'a pas toujours été délaissé, mais enfin, ça n'est pas très vivant, il ne se passe pas grand-chose non plus de ce côté-là. Et au fond, si on abandonne, la question n'est pas si on abandonne la proportionnelle, la décentralisation et le fédéralisme européen, que reste-t-il? Parce qu'il ne reste pas grand-chose, mais c'est plutôt pourquoi ces 2 autres voies n'ont pas donné, au fond, les fruits qu'elles semblaient promettre, parce que c'était quand même, ils étaient plus avancés, les socialistes. Oui, c'est une question extrêmement intéressante. Bon, d'abord, il faut dire que l'ASFIO, là je parle de l'ASFIO, était fondamentalement un parti jacobin centralisateur. Voilà. Et on voit bien à chaque fois qu'il y a eu... quand il y a eu après la guerre, il y a eu quelques projets par les uns, par les autres, mais on voit bien que Blum et Mollet, en particulier Mollet dans cette période, a refusé tout ce qu'il pouvait. Il était vraiment jacobin, c'est-à-dire qu'on ne défait pas la France, on ne la défait pas. Bon, et donner du pouvoir aux régions, c'est la Gironde, quoi. Hein, voilà. Donc il y a d'abord cette tradition fondamentalement centralisatrice du Parti socialiste, jacobine de ce point de vue-là. Car tu avais raison, je l'ai pas fait assez tout à l'heure, mais de rappeler que le jacobinisme a joué un rôle finalement extrêmement important. Alors souvent on dit c'est le marxisme, mais derrière il y a quand même beaucoup de jacobinisme. Bon. Donc, il y a cette première chose. Et non seulement il y a le jacobinisme, mais j'ajouterais il y a le bonapartisme quand même. C'est-à-dire, enfin le bonapartisme, Napoléon, c'est-à-dire les départements. Alors, ce qui est frappant, c'est que voilà, pour faire de la vraie décentralisation, il faut détruire les départements. Et ça, les départements, on ne les détruit pas pour 2 raisons très différentes d'ailleurs. La première, parce qu'on est attaché au système napoléonien centralisateur. Et puis la deuxième, parce que y a beaucoup d'élus socialistes qui sont dans les conseils généraux et que par conséquent, voilà quoi, c'est très compliqué de faire admettre aux gens qui vont perdre leur siège. Donc c'est une chose qu'on n'a pas faite et que je vois pas le. On a bien vu, vous avez vu ces derniers mois, enfin, quand Hollande nous dit ça y est, ce coup-ci, on va vraiment faire quelque chose. Une fois de plus, on ajoute plutôt que supprimer, on regarde les départements, on garde tout ça. Donc, on n'arrive pas à se débarrasser de tout ça. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu une volonté de décentralisation, mais rappelons-nous que c'est Defferre qui a fait la réforme
en 81-82, et que Defferre était un départementaliste fondamental, et qu'il y avait toujours cette idée, si on crée des vraies régions, pourquoi on n'a pas créé de vraies régions? Parce qu'on n'a pas créé de vraies régions. 22 régions, c'est beaucoup trop. Pourquoi on n'a pas créé des grandes régions? Parce que là, il y avait vraiment peur du girondisme. Il y avait peur de défaire l'État central, etc. À cela, j'ajouterais une troisième chose, et celle-là nous laisse plus perplexes, et qui mérite quand même beaucoup de réflexion, c'est que pour l'instant, ça coûte beaucoup quand même, la décentralisation. Est-ce que le rapport entre ce que ça a apporté et ce que ça coûte a été suffisamment... Là-dessus, je ne suis pas suffisamment compétent pour le dire. Enfin, il semble quand même que ça n'a pas été une grande réussite pour l'instant. Tu le disais un peu, quelque part, la décentralisation. Non, parce qu'on a décentralisé le jacobinisme. Voilà, c'est exactement ça. Et on a empilé. Exactement. Exactement. Donc là, je crois. Et puis alors, dernière chose, c'est que dans la bataille socialiste des années 70-80 que j'ai bien connue, dans cette bataille, la deuxième gauche, qui était celle qui portait le plus le projet par l'autogestion, le projet décentralisateur, cette deuxième gauche a été battue complètement par les Jacobins, clairement. Hein. Donc ça n'a pas aidé non plus totalement. Donc il y a eu tout un ensemble de choses qui font que le... Et il ne faut pas oublier quand même, quand on retrouve des discours de Blum là-dessus, qui sont extrêmement clairs, pour ces socialistes, malgré tout, ils avaient beau être révolutionnaires, marxistes ou ce qu'on veut, ils étaient conventionnels au sens où il fallait, où la représentation, c'était vraiment une assemblée, l'assemblée législative, c'est elle qui devait avoir le pouvoir, et si on morcelait ça, on détruisait quand même la République. Donc il y avait quand même un refus très fort de cette idée de décentralisation, comme il y avait, je le montre dans mon livre, contrairement à ce qu'on croit, pas du tout non plus d'envie de faire de la démocratie économique. Hein. Et les intérêts économiques devaient passer après les intérêts politiques centraux. Donc il n'y avait pas véritablement de souhait de faire ça, je pense. L'Europe ? J'ai peut-être une question, effectivement, pour rebondir sur notamment le sujet européen. C'est peut-être la dernière question, je pense, vu le temps qui nous est imparti. Mais en tant que spécialiste de la vie politique concernant en particulier les socialistes, pourquoi, quelle est la réponse à cette question? Pourquoi finalement on assiste aujourd'hui à une forme de renonciation? Et le sujet institutionnel est finalement un bon prétexte d'évoquer ce thème plus général, à entraîner vers un avenir... on va dire, sans qu'il soit utopique, mais qui ait des contours un peu novateurs sur le plan institutionnel, pour que les contours soient peut-être redéfinis, d'une part, que les pratiques liées aux institutions soient affichées comme telles novatrices et assumées comme telles comme novatrices. On voit une forme de... Il y a eu des déclarations, mais finalement, pourquoi ne pas en faire un étendard et sur le sujet de l'horizon européen, qui va être abordé dans cette période prochaine, pourquoi cette forme de grande hésitation qui semble tétaniser d'ailleurs pas seulement les socialistes, mais ceux qui sont censés être pro-européens de l'autre côté de la rive, cette grande hésitation sur les contours, pour afficher même l'idée européenne et l'idéal européen d'une part, et pour afficher plus fortement des actions novatrices, pour soit redéfinir les contours institutionnels de l'Europe, dont on voit bien qu'elle est au moins à deux vitesses entre la zone euro et l'échelle des 28 États membres, et finalement refaire ou redonner un espoir au public français qui, par le fait même des circonstances et de sa culture, tend à se replier sur lui-même. Oui, d'abord, je pense tout simplement, c'est pas d'hier, je pense qu'il n'y a pas de pensée socialiste sur l'Europe. Point. Alors, je pense qu'il n'y en a pas. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter d'abord que ce qui me frappe beaucoup, c'est que alors, je mets Mitterrand à part, mais Mitterrand n'était pas vraiment socialiste, donc c'est pas un bon critère pour moi. Mais vraiment, le Parti socialiste lui-même, il ne faut pas oublier que dans la période des années 70, après la reconstruction par Mitterrand du Parti socialiste, après Épinay, dans les années 70, années 80, on a un Parti socialiste qui est plutôt anti-européen. Pourquoi il est anti-européen? Parce qu'il est anticapitaliste.
et qu'il estime, il faut se rappeler qu'à l'époque, le Parti socialiste parlait de l'Europe germano-américaine, c'est-à-dire que on n'était pas parce que et je me rappelle très bien à l'époque. Le Parlement était bourgeois, l'Europe était capitaliste. Mais oui, mais c'est ça. C'est la thèse de Lénine. Hein. Oui, mais oui. C'est le texte de 1915 de oui. Lénine sur oui. C'est la doctrine. Mais absolument, c'est-à-dire que on va pas construire une Europe libérale. Et donc, il n'y a que chez nous. C'était très national, au fond, comme vision. C'était du socialisme national. C'est-à-dire que la seule façon de construire vraiment le socialisme, c'est de le construire chez nous. Parce qu'en Europe, on ne pourra pas le faire. C'est tout comment la façon dont Cérès pesait. Il fallait dire que même Mitterrand a été en difficulté. Moi, je me rappelle qu'au congrès de 73, Mitterrand, alors qu'il n'était pas longtemps qu'il était premier secrétaire, il avait comme un certain pouvoir. Il a mis en jeu son mandat, il a failli donner sa démission, parce que ses propres amis, je me rappelle Jox, pas seulement le Cérès, lui expliquaient qu'il fallait que l'Europe, non, l'Europe capitaliste, on ne voulait pas. Du Parti communiste. Et c'est vraiment Mitterrand qui a le côté européen du Parti socialiste, c'est vraiment Mitterrand. Et aujourd'hui encore, si vous regardez les textes du Parti socialiste, ils ne sont pas très intéressants, ils sont un peu redondants, ils répètent. Mais enfin, l'idée, c'est voilà, il y a l'Europe sociale, voilà, donc il faut donc on est très content parce que le SPD a fait introduire dans la politique allemande le salaire minimum, etc. Mais au fond, fondamentalement, le Parti socialiste aujourd'hui reste sur cette ligne. Alors évidemment, avec la crise de 2008, etc. En plus, qu'est-ce que vous dire le socialiste? Ils vont vous dire la droite est majoritaire dans presque tous les pays, donc on ne peut pas faire le socialisme. Et donc, soyons très... Voilà. Enfin, pour autant, François Hollande est héritier intellectuel de Jacques Delors, parce qu'il était au club témoin, qui était bercé du delorisme européen. Finalement, moi, j'ai pas n'imprègne pas sa pensée d'aujourd'hui. Je ne connais pas, je ne pourrais pas vous dire quelle est la pensée de Hollande sur l'Europe. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. En tout cas, le référendum de 2004, interne, a montré, puis les conséquences sur le référendum national avec un PS qui était quand même dispersé entre les pros et les contras, a montré de manière spectaculaire la division. Le clivage, oui. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi Hollande est devenu très, très prudent. Parce que là, il s'était... Là, quand même, c'est vrai qu'il s'était lancé. Il y a une pensée, mais il y a un clivage. Ah, il y a un clivage énorme. Il y a un clivage énorme parce que c'est toujours pareil, contre l'Europe libérale. Tant que le Parti socialiste n'a pas fait sa mue et sa révision, ce qui est ma thèse depuis 30 ans, même si les socialistes disent toujours le contraire, tant qu'il n'a pas fait vraiment sa mue idéologique, il ne peut pas être pour l'Europe libérale. Donc, il n'est pas pour l'Europe libérale. Et puis alors, il y a une dernière chose que j'ajoute, qui est le problème des partis. Parce que le problème, il y a toujours un parti, c'est des partis. Le parti, si vous regardez en un mot, je le dis, ce qu'est le Parti socialiste européen aujourd'hui. Bon, on voit bien, et d'ailleurs, il n'y a pas que les socialistes français, mais on voit bien que c'est le dernier souci des partis nationaux et qu'ils veulent surtout pas qu'il y ait trop de pouvoir dans ce parti transnational, parce que chaque parti veut régler ses problèmes lui-même. Et donc, on fait des textes que vous avez sûrement vus, les manifestes européens, etc., où on fait de plaisir à tout le monde, mais qui n'ont pas d'arête forte et qui, en gros, disent on est pour l'Europe sociale et on est contre le libéralisme. Voilà. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc, si vous voulez, on a une non-pensée, à mon avis, sur l'Europe. Et cette non-pensée, elle continuera tant qu'on sera dans le système qu'on a décrit tout au long de cette heure, en fait, de cette dichotomie fondamentale française. Très bien. Gérard Grambert, merci beaucoup. On va arrêter... ici, en te remerciant très vivement pour cet échange qui donne une idée de la richesse de ce livre et de la nécessité de connaître ton travail. C'est un livre, moi je pense que c'est un livre vraiment important, qu'il est difficile d'ignorer si on s'intéresse à toutes ces questions-là. Non seulement la gauche, bien sûr, mais les institutions. Et je termine par cette remarque, ce qui est frappant, c'est un sentiment que j'ai eu à la lecture de ton livre, cette espèce d'incertitude institutionnelle, au fond, dans laquelle peut-être on entre à nouveau. Il n'est pas exclu que ce soit une question qui se pose dans les mois ou les années qui viennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.